Anthony, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue à évoquer la Coupe du Monde des clubs avec les quarts de finale. Alors c'est un débrief assez tardif parce que je voulais vraiment me caler entre les quarts de finale et les demi-finales, vraiment la veille du début des demi-finales. Comme ça en termes de timing, on est plutôt bien entre les deux tours de la compétition et ça va être assez intéressant à analyser. Alors je ne veux pas vraiment analyser chaque match sur le fond, sur le plan tactique. Je veux vraiment me focaliser sur les pronos des demi-finales et essayer de relater aussi un peu ce qui s'est passé, mais de manière très brève, surtout sur les matchs du tableau dit faible où il y a Fluminense, Al Hilal, etc. Je vais vraiment parler des matchs qui ont eu lieu entre les mastodontes européens dans l'analyse et puis globalement je vais relater les faits sur Fluminense et Al Hilal, sur le Chelsea Palmeiras, etc. On va d'abord donc aborder ces matchs-là du tableau dit faible, même si encore une fois c'est des trucs un peu débiles parce que si les équipes sont là, c'est qu'elles sont suffisamment fortes pour figurer dans la compétition. On peut parler notamment de Palmeiras-Chelsea avec la victoire de Chelsea 2-1 et ça n'a pas été facile. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus simple pour les hommes d'Enzo Maresca, sans manquer de respect à cette équipe de Palmeiras, mais cette équipe de Palmeiras, elle a montré quelques faiblesses sur la fin de sa phase de poule, où cette équipe avait très bien commencé la compétition, mais derrière ça avait été un peu plus difficile. Ils se sont difficilement défaits de Botafogo en huitième de finale, leurs compatriotes, et puis sur le quart de finale face à Chelsea, je pensais vraiment que cette équipe de Chelsea allait être au-dessus. Chelsea venait de sortir d'une éclatante victoire face à Benfica en prolongation 4-1, ça n'avait pas été facile, mais tout s'était décanté dans la prolongation pour les Blues, et donc on avait ce quart de finale entre Chelsea et Palmeiras, et j'aurais aimé savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette boulette dans la défense de Palmeiras dans les dernières minutes, parce que cette équipe brésilienne, elle était vraiment parée pour accrocher, voire aller plus loin face à cette équipe de Chelsea. Victoire 2-1 de Chelsea avec encore une fois des mises en place tactiques inhérentes à Enzo Maresca que j'aime beaucoup, avec notamment Cucurella qui vient dans la défense centrale assurer la relance aussi pour assurer une relance à 3 et créer une forme de surnom. Beaucoup de déliés qui vont aussi chercher la largeur avec des ailiers vrais pieds, comme on le disait aussi après la vidéo face à l'Espérance de Tunis, comme on le disait aussi après le match face à Benfica, avec vraiment une mise en place tactique très intéressante, avec pas mal d'innovations, avec pas mal de joueurs qui dépassent leurs fonctions et c'est super intéressant. Un Liam Delap par exemple qui commence à s'imposer en tant que titulaire, l'entrée très intéressante de Joao Pedro aussi, c'est vrai que tu as deux profils assez différents. Delap peut-être plus en pivot, peut-être plus de présence dans la surface, Joao Pedro peut-être plus un joueur de profondeur bon dans les combinaisons aussi, donc ça peut être assez intéressant à analyser aussi cette rotation qu'il va y avoir au niveau des numéros 9, Kid aussi de Nicolas Jackson, puisque là il y a une rotation à 3, mais est-ce que ça va tenir sur l'entièreté de la saison? Donc globalement cette équipe de Chelsea, elle est assez intéressante, et puis cette équipe de Chelsea, elle a fait le boulot. Alors elle a peut-être fini deuxième de son groupe, et le fait d'avoir fini deuxième, paradoxalement, ça les a fait se glisser dans un tableau plus favorable que celui de droite, mais globalement, c'est une équipe qui montre de belles choses depuis le début de la compétition, mis à part le faux pas face à Flamengo. C'est une équipe qui a quand même pas mal de qualité là aussi, et qui le montre. Ils ont éliminé Benfica, là encore, ils se sont difficilement défaits de Palmeiras, mais ils se sont quand même imposés avec évidemment ce facteur X, Cole Palmer, et du côté de Palmeiras, un joueur qui va signer à Chelsea, Estevao, qui a réussi à remettre Palmeiras dans le match en inscrivant un très joli but. Il rejoindra Chelsea prochainement, il a 17 ans, il est déjà international brésilien, il s'est illustré face à son futur club en marge de ce quart de finale, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner aussi à Chelsea, ce jeune joueur là. Il fait partie de ces très nombreux jeunes joueurs qui vont signer à Chelsea prochainement, comme Kendry Paez, l'équatorien, comme Giovanni Quenda, le joueur du Sporting aussi, donc il y a pas mal de jeunesse qui va arriver, qui va fleurir du côté de Chelsea, bien sûr. On peut également évoquer le deuxième quart de finale entre Al Hilal et Fluminense, et là aussi ça a un peu tout faussé. Je voulais pas vraiment regarder cette rencontre parce que je savais que ça allait être difficile pour Joao Cancelo et Ruben Neves, évidemment, qui ont été marqués par la disparition de Diogo Jota. Évidemment, toutes nos condoléances à la famille, ça a été une nouvelle qui a attristé le football bien sûr, et je me suis demandé si les deux joueurs étaient vraiment aptes mentalement et physiquement à jouer cette rencontre face à Fluminense, et je trouve que évidemment l'hommage qui a été rendu a été exceptionnel bien sûr, et il faut le reconnaître, mais je pense pas que les deux joueurs étaient prêts évidemment mentalement à disputer cette rencontre là, mais je pense aussi que ça a pu être une forme d'échappatoire. Là je digresse un peu, mais je pense que ça a été aussi une forme d'échappatoire que de jouer cette rencontre là face à Fluminense pour les deux joueurs, et puis Al Hilal qui s'incline donc 2-1. Personnellement je pensais qu'Al Hilal allait être en mesure de s'imposer, je pensais que les Saoudiens étaient quand même favoris de cette rencontre, mais globalement Al Hilal a réalisé un très beau tournoi en éliminant Manchester City, en accrochant le Real Madrid, mais cette équipe de Fluminense qui m'intéresse énormément, et ce qui est très pertinent avec les Brésiliens, c'est qu'ils sont très solides d'un point de vue défensif. Depuis le début de la compétition, ils ont fait le clean sheet face au Borussia Dortmund, ils ont éliminé l'Inter en faisant un clean sheet aussi, ils prennent qu'un seul but face à Al Hilal, donc vraiment c'est une équipe qui est très solide défensivement. Évidemment, Thiago Silva n'y est pas étranger, mais globalement je trouve qu'il y a une structure collective et défensive
très forte et c'est ce pourquoi j'y crois pour Fluminense en vue de la demi-finale face à Chelsea parce que je pense que cette solidité défensive elle peut vraiment se retranscrire face aux Blues qui ont un vivier offensif de très grande qualité bien sûr mais cette équipe de Fluminense elle est très intéressante et on le voit c'est souvent l'équipe la plus défensive, la plus solide en tout cas défensivement, qui va loin dans un tournoi. Al Hilal est doté d'une meilleure attaque selon moi que Fluminense. Ils ont peut-être plus de talent individuel, mais dans la structure collective, Fluminense est beaucoup plus fort, même si Al Hilal a montré de belles choses d'un point de vue défensif, avec évidemment Yacine Bono qui est le meilleur gardien du tournoi, Kalidou Koulibaly qui a réalisé une très belle compétition et qui m'a un peu rappelé le Kalidou Koulibaly du Napoli ou celui qui a été champion d'Afrique avec le Sénégal. Mais globalement, Al Hilal a fait un très beau tournoi pour les débuts de Simone Inzaghi, Fluminense qui s'est peut-être imposé dans l'efficacité, le réalisme et dans la solidité défensive, même si encore une fois la solidité d'Al Hilal est allouée avec notamment Bono ou encore Kalidou Koulibaly. Renan Lodi aussi qui est passé du côté de l'Olympique de Marseille, qui a failli coûter un but d'ailleurs si Bono n'avait pas été formidable sur sa sortie. Mais voilà, globalement, victoire de Fluminense 2-1 face à Al Hilal. Les Brésiliens affronteront donc Chelsea en demi-finale, ce sera demain. Et je pense que la solidité de Fluminense pourrait vraiment faire très mal à Chelsea. Et si Chelsea se fait éliminer, je pense que ce sera dans un scénario où Fluminense défend très très bien et prend Chelsea en contre parce que la défense de Chelsea peut être lourde sur certaines séquences parce qu'elle est très haute aussi. Mais je pense que si Fluminense s'impose, ce sera vraiment sur une sorte de hold-up entre guillemets où Chelsea bute sur un bloc défensif assez bas et où Fluminense parvient à exploiter les quelques errements des Londoniens. On va maintenant parler évidemment des main events, des vrais matchs, j'ai envie de dire entre guillemets, même si on va pas manquer de respect au tableau de gauche, mais c'est vraiment les deux rencontres qui ont cristallisé pas mal d'enjeux avec ce Real Borussia Dortmund et ce PSG Bayern Munich. On va d'abord aborder quand même Real Dortmund, même s'il a eu lieu après chronologiquement que le PSG Bayern, on va réserver un peu le meilleur pour la fin, mais ce Real Borussia Dortmund là aussi, longtemps je trouve qu'on a eu un match assez insipide, même si globalement ça s'est enflammé sur la fin de la rencontre, mais globalement le Real avait le dessus sur cette rencontre là. Gonzalo Garcia a été reconduit par Xabi Alonso avec ce système qu'on avait évoqué lors de la phase de poule en 5-3-2 avec Vinicius et Gonzalo Garcia devant, un milieu de terrain avec Arda Güler évidemment et Fede Valverde, Jude Bellingham, donc c'est vraiment super intéressant ce qu'on a vu là aussi du côté du Real Madrid face au Borussia Dortmund et un Fran Garcia des grands soirs, un Fran Garcia qui a été très critiqué voire même moqué par une frange des supporters du Real Madrid mais qui a été très intéressant et j'ai beaucoup aimé la capacité de projection qu'il a eu pour aller marquer son but et c'est des schémas qu'on ne voyait pas malheureusement sous Carlo Ancelotti. C'est Trent qui fait la passe décisive à Fran Garcia, donc on a un piston qui fait la passe décisive à l'autre piston et c'est des schémas qu'on avait l'habitude de voir à Liverpool, qu'on a vu au Barça cette saison bien sûr, qu'on a vu au Paris Saint-Germain mais qu'on a un peu moins vu au Real Madrid quand même sur les dernières saisons et là on le voit ce schéma là où le latéral va chercher l'autre bien sûr. Ça a dû rappeler à Trent les très belles heures du côté de Liverpool quand il évoluait avec Andy Robertson et un Fran Garcia qui a été élu homme du match et qui a été super intéressant notamment dans ses projections offensives, mais je pense que Fran Garcia c'est un joueur qui est voué à jouer piston et je pense que ce système là il peut vraiment être très intéressant pour lui. On parle d'un joueur qui est très athlétique, on parle d'un joueur qui n'est pas dépourvu de qualité technique, Fran Garcia aussi, mais c'est un joueur qui peut être lourd sur les 1 contre 1, c'est un joueur aussi qui a une certaine forme de lenteur dans son jeu, mais je trouve qu'intrinsèquement c'est un joueur qui reste plutôt athlétique et s'il arrive à coordonner le fait d'être très athlétique et le fait de pouvoir jouer rapidement vers ses coéquipiers et se mettre dans le rythme que requiert le Real Madrid, je pense que ça peut devenir un très bon latéral là aussi, voire même un très bon piston et il pourrait vraiment introniser la nouvelle ère du Real Madrid avec l'intronisation des pistons au Real parce qu'il n'y a jamais eu de piston du côté du Real Madrid et je pense que Fran Garcia pourrait être le premier piston gauche de l'histoire du Real Madrid et ça pourrait être assez intéressant là aussi. Donc j'ai beaucoup aimé sa capacité de projection, ça c'est le premier point, le fait que les pistons puissent se trouver, ça s'est vu sur le but du Real et puis le fait d'avoir un vrai numéro 9 avec Gonzalo Garcia qui a encore montré ses qualités de renard des surfaces. Oui, Gonzalo Garcia est un moins bon joueur que Mbappé et Vinicius, mais c'est le seul joueur des trois qui est capable d'offrir ce genre de but dans la surface de réparation en tant que renard des surfaces bien sûr. Ça c'est le deuxième point et puis le troisième point c'est le fait que ce match là il n'est pas si brillant pour le Real Madrid parce que sur la fin du match tu as Dean Huysen qui est le meilleur joueur du Real pour moi depuis le début de la compétition qui prend un carton rouge, donc tu seras privé de l'international espagnol sur la demi-finale face au Paris Saint-Germain. Il y a le fait d'avoir pris 2 buts quand même qui t'ont fait pas mal douter là aussi sur la fin de la partie, donc attention quand même, là où tu as eu un match qui a longtemps été facile, où tu as longtemps été en gestion, où tu l'as plié au bout des 20 premières minutes, tu t'en sors à 3-2 en perdant ton meilleur défenseur, donc ça n'est pas si rose non plus pour le Real Madrid. Ça va être les détails que Xabi Alonso va devoir corriger, ça va être de maintenir une forme de concentration pendant 90 minutes bien sûr, même si le Real a eu l'habitude de le faire sur les dernières années. Je pense que c'est qu'une question de temps bien sûr, mais on voit des schémas qui sont très intéressants
sur le plan tactique. Et puis le Borussia Dortmund est fidèle à sa réputation de club très gentil. Ils se font éliminer par le Barça en quart de finale de Ligue des Champions, ils les félicitent sur les réseaux. Ils se font éliminer par le Real en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, ils les félicitent sur les réseaux. C'est un club qui est assez gentil et je me demande si un jour ce Borussia Dortmund va être capable de faire preuve d'ambition, parce que sur les dernières années malheureusement c'est un club qui manque d'ambition et qui n'a de cesse d'arriver loin dans des compétitions mais de ne jamais pouvoir bousculer l'ordre établi. Même quand ils vont en finale de Ligue des Champions en 2024, ça sort l'Atlético, ça sort le PSG qui n'était pas le PSG qu'on a là, ça sort jamais le Barça, le Real, le Bayern, le City par exemple, ça sort jamais des très très gros clubs européens, ça sort vraiment des clubs de seconde zone entre guillemets, parce que le PSG de l'an dernier était très fort mais c'est pas le PSG qu'on a là. Donc voilà, ce Borussia Dortmund, j'en suis assez déçu. Et quand on voit les joueurs qui composent cette équipe du Borussia Dortmund, on voit pas de joueurs de classe mondiale, on voit vraiment des joueurs Bundesliga ou Bundesliga plus. Mais globalement, on n'a pas de joueurs qui sont dotés d'un très très haut niveau, suffisamment capables d'aller chercher des clubs comme le Real ou le Barça par exemple. On peut parler évidemment du dernier match entre le PSG et le Bayern Munich, et ça a été un match très serré. Je pense même que ça a été le match le plus compliqué du Paris Saint-Germain, peut-être depuis le quart de finale retour face à Aston Villa. Je pense vraiment que j'avais jamais vu le PSG autant en difficulté sur cette rencontre-là que depuis le match face à Aston Villa au retour, où il passe pas loin d'aller en prolongation face aux Villains. Mais globalement, Paris avait eu des difficultés face à Liverpool, mais c'était avant Aston Villa. Globalement, face à Arsenal, ça avait été plutôt simple et tu as été en gestion sur l'aller et sur le retour. Le PSG Inter, évidemment, j'en parle pas. Le 8ème face à l'Inter Miami, j'en parle pas non plus. Donc globalement, c'est un club qui n'a pas eu de grandes difficultés sur les derniers mois. Et ça m'a rappelé un peu le match retour face à Aston Villa du côté de Villa Park, où ça a été un Paris Saint-Germain qui a été pris par ce Bayern Munich. Moi, j'ai envie de dire, c'est normal. Quand il y a Kane, Moussiala, Olysée en face, c'est normal que tu éprouves quelques difficultés. Mais globalement, le Bayern n'a jamais été en mesure de se procurer de très grosses occasions. Le Bayern a eu des situations, notamment par l'intermédiaire d'Olysée. Il y a eu 2 buts hors jeu aussi pour le Bayern Munich. Donc il y a eu des situations, mais j'ai jamais vu Donnarumma mis à contribution non plus. Là où Manuel Neuer a quand même été mis à contribution, notamment par Bradley Barcola en première mi-temps. Mais globalement, on n'a pas vu non plus un Bayern qui a été suffisamment en mesure d'aller vraiment incendier ce PSG-là. Mais on a vu un Bayern tenir le ballon sur certaines séquences. On a vu le Bayern déborder des joueurs du Paris Saint-Germain qu'on ne savait plus qu'ils étaient capables d'être débordés, comme Nuno Mendes par exemple. Donc c'est vrai que cette équipe du Bayern, elle a montré de très belles choses, mais je trouve que les détails se sont joués sur la forme du moment. Là où le PSG est en pleine bourre, eh bien le Bayern redescend un peu de son championnat gagné en Bundesliga, de son train-train quotidien. Là où le PSG est vraiment sur une série de 60 matchs de suite, où ils sont sur le rythme d'une saison de très haut vol, une saison historique. Le Bayern redescend un peu, prépare la saison prochaine. Et évidemment, on peut parler de la grave blessure de Jamal Musiala, et ça va être un fait qu'il va falloir prendre en compte pour le mercato du Bayern, parce que le jeune international allemand va être absent 4 à 5 mois, c'est une blessure assez grave, donc il va falloir recruter. Leroy Sané est parti, tu n'as pas réussi à recruter Florian Wirtz, donc il va falloir investir sur un autre milieu offensif, parce que je doute des qualités de Serge Gnabry tout de même, et je doute de sa capacité à prendre le relais de Jamal Musiala. Donc voilà, là aussi, côté Bayern Munich, il va falloir recruter un offensif de plus, il va falloir aussi chercher des joueurs de plus grande qualité. Alphonso Davies est blessé, Stanisic à gauche, ça n'est pas son poste, et de toute façon, ça n'est pas un joueur de classe mondiale et une référence à son poste. Rafael Guerreiro est plutôt vieillissant, Jonathan Tah n'est pas un défenseur de classe mondiale, Upamecano revient de blessure, donc là aussi, il y a pas mal de chantiers du côté du Bayern Munich. Il est hors de question de refaire joyeux Swakimich sur le côté droit, quand on voit à quel point il est important dans le milieu de terrain, et Konrad Laimer n'est pas un arrière droit. Donc du côté du Bayern Munich, quand on regarde la défense de ce Bayern Munich là, Stanisic n'est pas à son poste, et ce n'est même pas une référence à son poste naturel. Konrad Laimer est un milieu de terrain de formation, Jonathan Tah n'est pas un défenseur de classe mondiale, Upamecano revient de blessure, Neuer est vieillissant. Donc en fait, on n'a aucun joueur dans cette défense du Bayern Munich qui est un joueur de classe mondiale. Et ça, vraiment, c'est très très laborieux, et c'est vraiment assez étonnant à souligner quand on est le Bayern Munich. Mais même malgré ça, ils ont réussi à faire du mal à cette équipe du Paris Saint-Germain, et même malgré ça, le Paris Saint-Germain, avec tout son vivier offensif, a décanté la partie très tard, je trouve, quand même, dans cette rencontre, avec Désiré Doué et puis Ousmane Dembélé en fin de rencontre. Mais je trouve que même avec cette défense que je trouve calamiteuse du côté du Bayern Munich, eh bien ce PSG n'a pas vraiment été en mesure d'aller inquiéter plus le Bayern, ou en tout cas d'aller les chercher plus. Tu gagnes 2-0, globalement, tu n'as pas forcément été dominant, mais tu gagnes 2-0 grâce à la forme du moment, grâce à ton réalisme, et grâce au fait que tu as peut-être des meilleures individualités aussi devant, parce qu'Olysée n'a pas fait le match de sa vie, Kane a été très bien pris sur l'ensemble des 90 minutes, donc voilà. Et puis Jamal Musiala, malheureusement, s'est blessé. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, parce que c'est un de mes joueurs préférés dans le monde du football, bien sûr. Demi-finale PSG Real Madrid, Chelsea Fluminense, petit prono vite fait. Je pense que Chelsea va disposer de Fluminense, mais ce sera pas facile. 1 ou 2 buts d'écart, peut-être 1-0, 2-1, 3-1 peut-être pour les Blues. Et puis de l'autre côté, PSG Real, je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier 2-1, 3-1. Là aussi, je pense que le PSG
et au-dessus, ils sont en pleine bourre, là où le Real Madrid commence son projet, parce que dans cette Coupe du Monde des clubs, il faut aussi prendre en compte les contextes. Vraiment, en Ligue des Champions, quand tu arrives en demi ou en quart, tu peux parler d'équipe, tu peux parler de qualité intrinsèque, de schéma de jeu. Les deux équipes sont dans la même forme, elles arrivent au même moment, à un stade de la compétition où les reprises ont été les mêmes, où les matchs ont été les mêmes, où les rythmes sont les mêmes. Là, vraiment, sur la Coupe du Monde des clubs, il y a des projets qui sont radicalement différents. Tu as un PSG qui est au summum de son projet, qui est à l'apogée de ce que veut faire Luis Enrique, tu as un Real qui vient de changer de coach et qui est dans une phase de transition. Et ça, il faut le prendre en compte, bien sûr, quand tu vas parler du projet de jeu et quand tu vas parler du prono que tu vas donner. Bien sûr, je pense que le PSG va s'imposer, mais c'est pas ça qui fait du PSG une meilleure équipe, un meilleur club. C'est juste que les qualités, j'ai envie de dire, ou les états de forme ne sont pas les mêmes, bien sûr. C'est pour ça que je vois une finale entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, même si évidemment on n'est pas à l'abri de certaines surprises. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronos, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.